moi, instinctivement, je me disais que la procédure pénale, de toute façon, aurait assez peu de sens de prospérer, puisqu'on n'arriverait jamais à identifier le tireur. Et de toute façon, ça paraissait pas symboliquement efficace. Enfin, si je me souviens des conversations qu'on a pu avoir. Et donc l'idée, finalement, ça a été de transposer contre le ministre de l'Intérieur, enfin contre les préfets, mais c'est la même chose, ce qui avait été fait contre le garde des Sceaux en matière de conditions de détention, c'est-à-dire ou de suicide en prison, etc. Enfin voilà, la mise en cause non pas d'un surveillant ou d'un directeur de prison, mais du ministre lui-même en tant que responsable. Voilà. Bon, et du coup, ce qui a été extrêmement intéressant dans cette première procédure, c'est qu'on est parti de rien. On est parti d'une photo de la blessure, on est parti des éléments médicaux, et c'est à partir de ça qu'on a construit une requête double qui consistait à demander à la fois une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel, mais également une expertise balistique, de façon à déterminer quelle était l'arme qui avait pu atteindre notre ami. Et puis on a eu un rapport qui, moi, me sert de façon systématique maintenant dans quasiment toutes mes procédures, qui a été extrêmement bien fait, qui a déterminé qu'il était plus que hautement probable que c'était un flashball qui avait été à l'origine de la blessure. Et donc on a dénoué la plotte de fil, et puis on est allé devant le tribunal administratif de Paris en invoquant ces deux régimes alternatifs qui sont, enfin parce qu'on invoquait un régime de responsabilité sans faute, qui était soit le régime des armes dangereuses de la jurisprudence de 1949 du Conseil d'État Lecomte, soit le régime tiré de la... Alors ça, ce second régime d'ailleurs, c'est le tribunal administratif lui-même, si je me souviens bien, qui nous l'a soulevé comme moyen de droit. Et c'est ce régime-là d'ailleurs qu'il a retenu, c'est celui de responsabilité du fait des attroupements. Voilà. Donc ça a été le premier jugement qui a été rendu en décembre 2013. Et véritablement, ça a été un tout petit peu révolutionnaire, enfin si je puis me permettre, parce que c'était la première fois qu'on arrivait enfin, qu'on obtenait condamnation. Ce qui tentait et notre but, c'était de vouloir démontrer que cette voie était à privilégier par rapport à la voie pénale. Parce que la voie pénale, il y a des succès. Les succès sont extrêmement rares. Il y a une condamnation pénale, effectivement, dans l'affaire de Joachim Gatti, qui a donné lieu à une condamnation avec sursis pour le policier. Mais de toute façon, on se retrouve devant le tribunal administratif, puisqu'il faut maintenant faire condamner l'État à payer. Bon, voilà. Donc finalement, autant aller directement devant le terme. Par la suite, il y a eu un jugement extrêmement intéressant en octobre 2014 du tribunal administratif de Nice, qui cette fois-ci, d'ailleurs toujours pour un supporter dans un match de foot, il y avait une échauffourée et quelqu'un avait été atteint et avait perdu un œil, si je me souviens bien, suite à l'intervention de la police qui avait une fois de plus tiré. Je crois que c'était encore un super pro, la version préhistorique du LBD 40, avec ces deux canons-là. Et le tribunal administratif de Nice, cette fois-ci, a utilisé la responsabilité du fait des armes dangereuses. Donc ça montre bien quand même qu'on peut y arriver. Bon, alors ça, c'est une affaire que je ne connais pas sur le fond, je connais que le jugement et les conclusions du rapporteur. Mais c'était extrêmement intéressant parce qu'ils ont insisté sur le caractère extrêmement dangereux de cette arme, qui mutilait, qui peut même tuer. Ils ont même décompté le nombre de victimes en se servant du rapport de la CAT. Je ne sais pas si le rapport de la CAT était sorti, enfin en tout cas ça rejoignait, c'est-à-dire qu'on a une quarantaine de personnes, jusqu'à présent, mais avec les gilets jaunes ça a considérablement augmenté, qui avaient été victimes, qui avaient été mutilées par des armes de la police de cette nature. Et puis par la suite, il y a eu l'affaire de Pierre Douillard, qui est assez emblématique parce qu'il y a eu un échec absolument cuisant devant le juge pénal, puisque le flic qui a tiré a été relaxé au bénéfice du fait justificatif de la permission de la loi, c'est-à-dire qu'il avait la permission de tirer. Là, il s'agissait de la version élaborée du LBD 40, qui était à l'époque en cours de test, et le tribunal administratif, cette fois-ci, de Nantes, alors il y a un gros bémol dans le jugement, mais on a réparé ça en appel, a condamné pour faute, puisqu'ils ont considéré, et là on était sur le régime qui concerne les personnes qui étaient visées par l'opération de police pour lesquelles il faut déterminer une faute. Bon. Puisque Pierre Douillard se trouvait dans le groupe qui était visé par les flics, et donc régime de responsabilité pour faute. Ce qu'on a fait, ce qui a été pointé devant le tribunal administratif, c'est l'absence de formation des policiers qui utilisent, premièrement. Deuxièmement, l'absence de légitime défense. Troisièmement, la zone de la blessure qui est formellement prohibée, a fortiori un œil, et a fortiori encore sur un jeune de 16 ans.
Donc on avait toute une série d'éléments qu'on a soulevés. Le tribunal en a retenu 2, peut-être même 3 d'ailleurs. Mais le premier, c'est l'insuffisance de formation, donc on pourra en reparler. Le deuxième, c'est l'absence de légitime défense, c'est absolument certain. Le policier, d'ailleurs, si je me souviens bien même dans le dossier, était derrière les grilles du rectorat et disait qu'il avait un grand confort de tir. Ça, il était dans une position confortable pour pouvoir tirer avec son LBD sur les manifestants. C'est absolument scandaleux. Bon. Donc il n'était vraiment pas en légitime défense. Le simple fait de dire ça, bon, ça c'est ce qui a été retenu par le tribunal. La même façon, oui, l'insuffisance de formation, etc. Et puis la zone touchée, ça a été considéré, bien évidemment, ça rentrait dans le spectre des fautes. Sauf que ils ont assorti leur condamnation d'un partage de responsabilité de 50%, puisqu'ils ont considéré que Pierre aurait dû s'extirper de la manif pour se barrer dès qu'ils voyaient que ça commençait à sentir le roussi. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils ont dit. Bon. Le ministre de l'Intérieur a fait appel, et pas le préfet d'ailleurs. Et nous, on a fait appel incident et on a réussi. Alors, la cour administrative d'appel, c'était en juillet 2018, à confirmer le jugement sur la culpabilité de l'État en rejetant le recours du ministre et à baisser le taux de responsabilité de 50 à 10 en défaveur de Pierre Redouillard, bon, qui s'est a priori déclaré à peu près satisfait. Il n'y a pas eu de pourvoi, donc c'est le premier arrêt de cour administrative d'appel dans ce genre de procédure. Et moi, il m'intéresse beaucoup parce que je le mets en avant très très souvent s'agissant de la faute liée à la formation. Parce que ça, cette formation, qu'on le veuille ou non, alors c'est pas que je veux qu'il soit mieux formé et qu'il l'utilise mieux, c'est pas la question, mais n'empêche que pour le moment, enfin on y reviendra peut-être, on a bien conscience qu'ils font n'importe quoi quand ils tirent parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Et donc ils tirent 3-4 cartouches pendant quelques heures et ça leur donne un diplôme, et quand ils tirent sur des cibles statiques, pardon, c'est bien évident que dans le cadre d'une manif et dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre, ils sont bien incapables de mettre ça en pratique et face à des cibles qui bougent en quelques millièmes de seconde, etc. Plus le stress, enfin bref, on en reparlera.